est français et le premier non japonais à avoir obtenu le grade de 8e dan à l'Aikikai de Tokyo. Je pense toujours, quand je suis en avion, si je commence à somnoler, je suis toujours en train de penser à des mouvements, en train de penser à des façons de faire différentes. Et puis voilà, j'imagine les mouvements et je me dis tiens, est-ce que ça c'est possible? Est-ce que ça je serais capable de le faire? Et quand j'arrive au dojo, j'essaye. Et souvent, les techniques que je rêve comme ça, c'est un peu comme si mon corps me disait t'as le droit de rêver ça parce que peut-être tu vas arriver à le faire. Très franchement, quand j'étais 5e et même 6e dan, on m'aurait demandé à ce moment-là si un jour je pensais être 8e dan, j'aurais dit non, c'est impossible. Vas-y, replace-toi tranquillement, tu passes, voilà, stop, on est arrivé là. Non, ne tire pas, ça ne va pas bouger, ok? C'est juste cette sensation, voilà, de descendre droit. Voilà, c'est la seule solution, un peu on coupe les ficelles, voilà, ça l'idée. L'aïkido, c'est vraiment une discipline qu'on pratique à deux. Bien sûr, vous allez me dire, l'autre art martiaux aussi se pratique à deux, mais c'est en contre en général. Hein. Il y a forcément une certaine façon de se placer par rapport au partenaire, une certaine façon de trouver les angles qui permettent d'avoir le minimum d'effort. Et ensuite, on va travailler sur des segments. Je parle simplement de casser la force au niveau du poignet, au niveau du coude, au niveau des épaules, au niveau des hanches, etc. L'aïkido, c'est l'aptitude qu'on a à relier des points, pas à les pousser, hein, un peu comme on tirerait une corde. Si les points sont précis, ben on les relie. On va toujours essayer, dans les techniques de base qu'on apprend au départ, aller d'un point sur un autre point, vous voyez, et ça qui est un point précis. Mais ce point, c'est celui-là, c'est pas celui-là, parce que ça, c'est pas un mouvement naturel. Et quand on est arrivé sur ce point, soit on le vérifie pour voir s'il est correct, auquel cas on s'arrête, et en budo, il n'y a pas de vérification, parce que s'il y a de vérification, il y a un arrêt. Donc il faudra qu'à un moment, quand on se déplace, dès l'instant qu'on sent que le point est correct, hop, immédiatement, mentalement, on est sur l'autre point. Et plus on aura la possibilité d'anticiper sur 2, 3, 4, 5 points, plus le mouvement sera fluide. Quand je marche, je regarde à 3-4 mètres, je vérifie pas à chaque fois que chaque pas, donc je n'ai pas posé le pied que mentalement, je suis déjà sur le deuxième pas. Mais si je cours, ce n'est pas le deuxième pas, c'est tous les autres pas, quoi. Donc c'est cette façon qu'on a de relier des points, mais il faut que les deux points soient acceptables par les deux, même dans un sens martial. Il y a une nécessité de se rencontrer là, ça ne peut pas être ailleurs. C'est un peu comme si je vous disais, en tennis, il y a nécessité qu'au même endroit, au même moment, la balle et la raquette acceptent d'être là en même temps. Au point le plus parfait possible pour que ça se déclenche. Et si on veut pousser la balle, ben, ça ne marchera pas. Donc il y a vraiment cette notion de pas où est-ce que je t'emmène, où est-ce que je te tire, où est-ce que je te pousse, c'est où est-ce qu'on se rencontre. J'ai commencé l'aïkido quand j'avais 11 ans avec un professeur qui s'appelait Jean-Claude Tavernier. Et puis là, j'ai pratiqué 2 ou 3 ans jusqu'à ce que Maître Nakazono, qui était à Marseille à l'époque, qui était un japonais de l'Aikikai, vienne s'installer sur Paris. J'ai travaillé avec Maître Nakazono jusqu'à l'âge de 18 ans, l'âge auquel j'ai décidé d'aller quelques mois au Japon. Lorsque j'ai eu la somme nécessaire, exactement 1880 francs à cette époque-là, j'ai pris mon billet de train à Intourist pour partir au Japon. 3 semaines de train par le transsibérien et ensuite 3 jours de bateau pour arriver à Yokohama. L'avion c'était impossible, c'était beaucoup trop cher, c'était impensable. Je rappelle que c'était en 1968. J'avais essayé d'apprendre un peu le japonais en cours du soir. Je m'étais un peu documenté, j'avais un petit dictionnaire. Et puis finalement, quand je suis arrivé, je suis sorti du bateau à 4h de l'après-midi, à 7h, en ayant pris un autre train, j'étais déjà à l'Aikikai, je ne savais pas encore où dormir, mais je suis allé suivre mon premier cours le jour même. L'idée, c'est toujours d'avoir l'épaule qui vienne, je suis pratiquement déséquilibré, d'avoir l'épaule qui vienne sur elle, ok? Cette sensation, mais c'est pas là-bas que je vais en fait, hein. C'est toujours dans cette sensation. Et là, je vais ouvrir les épaules et je vais sortir mon ken, ok?
Là, je suis en opposition, ok, je ne vais pas le faire, je vais attendre, monter un petit peu la main va passer derrière, vous voyez, là, il y a une résistance, dès que la main est passée derrière, c'est terminé. Et quand je vais le faire en action, tout ça, tellement de choses à faire, c'est trop long. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On est déjà sur le point, déjà sur le point. Mon problème, c'était de faire de l'aïkido, c'était pas spécialement de gagner ma vie. Ce que je voulais, c'était suffisamment avoir à manger pour payer mes cours et puis m'entraîner. J'étais un peu modèle quelquefois pour la télévision, quelques petits trucs comme ça. Ça m'a donné un peu de sous. Et puis, tous les matins, pendant 4 heures, pendant 2 ans, j'ai enseigné le français dans la section japonaise du lycée franco-japonais. Donc là, j'avais plus de soucis parce que j'avais un salaire, bien évidemment. J'avais un passeport de service, donc j'avais plus de problème de visa. J'observais surtout, j'essayais de voir comment se comportaient les Japonais eux-mêmes. Toutes les portes se sont ouvertes, mais vraiment de façon fantastique. J'ai une anecdote à l'Aikikai. On était en démonstration avec le Doshu. Il y avait des discours et moi j'étais à genoux. Et au moment où il m'appelle pour que je l'attaque, je me suis levé, j'ai fait 2 pas et je me suis écroulé. Et je ne pouvais plus bouger parce qu'il n'y avait plus de sang dans les jambes, j'étais complètement cisaillé. Ça a été la honte de ma vie. Il a fallu me tirer par les pieds sur 2-3 mètres pour que je puisse me relever. Donc voilà. S'il n'y a pas de technique, il n'y a pas de sensation. Enfin, c'est souvent ce qui fait la différence entre un artisan et un artiste. Hein. Il y a la technique, mais dans la technique, il faut que la technique sert à exprimer quelque chose. Une sensation martiale, parce que ça reste un art martial. C'est-à-dire que l'aïkido, c'est un prétexte. Le travail, c'est un prétexte. Le partenaire, c'est un alibi. Pour essayer, malgré une contrainte, d'avoir un geste pur, le plus pur possible. Mais en même temps, il y a une communication. On joue un rôle. Quelle communication on fait, quoi. Donc c'est vraiment ce jeu de rôle qui fait qu'on crée des situations conflictuelles, mais entre nous, et on essaye de les résoudre de la façon la plus harmonieuse. Quelquefois, ça peut être plus ou moins violent. Cet homme s'appelle Tom Preston. Il était au Japon en même temps que moi. C'était le meilleur kendoka non japonais qu'il y avait à l'époque. Il combattait avec 2 sabres, 2 mètres 05. Il était karatéka également. Et il ne faisait le kendo que pour l'aspect positif de l'action. Puis il faisait du karaté, mais ce qui l'intéressait, c'était uniquement les techniques qui fonctionnaient. Quand on est devenus amis, il avait acheté des plastrons, des casques. Et puis nous, on combattait contre lui, on mettait des gants. Et alors, il ne voulait combattre qu'avec sa chaussure à bout renforcé. Voilà. Il était beaucoup plus fort que nous, beaucoup plus rapide. Et c'est ce qui nous a amené, mon ami Lilou Nanisek, avec qui j'étais à l'époque, à nous poser des questions sur le travail en ligne. Parce qu'avec lui, on n'avait aucune chance. Et donc, c'est là qu'on s'est dit, on va aller au kickboxing. Et on est allé au dojo de Kurosaki Sensei. Et c'est là que pendant 3-4 ans, plusieurs fois par semaine, j'allais avec mon ami m'entraîner au Mejiro Gym, où j'ai connu Patrick Brison. Il y avait Put Patnoy, qui était un grand champion thaïlandais, que j'ai fait venir à Vincennes pour s'entraîner avec nous. J'avais créé un petit groupe avec Gérard Delbar, karatéka, Pierre Blot, Serge Chouraki, etc. Jean-Pierre Lavorato et Sadek Masri, enfin tous des gens qui sont des sommitants en karaté maintenant. Ça m'a permis vraiment de relativiser par rapport à l'aïkido sur les frappes. Bon, je sais qu'un coup de poing, ça tue pas, je sais comment ça arrive, je sais les recevoir, je sais en donner. Et donc dans mon aïkido, ça m'a donné par la suite beaucoup plus de disponibilité, comprendre vraiment ce que c'est que la souplesse, savoir ce que c'est que frapper, mais en même temps être capable de développer toute une action en souplesse. Voilà, déplace-toi un petit peu, continue de te déplacer, n'attends pas, il n'y a pas d'obligation à attendre que ça fasse mal. Pivoter, regarde. Là, son bras était très raide, ok, hein, c'est-à-dire qu'il a eu un petit peu peur, donc je préfère m'arrêter. Hein, ça ne sert à rien de lui faire mal, je m'arrête, je vais le mettre en confiance, parce que moi ce que je veux c'est qu'il apprenne, et qu'il prenne de la confiance. Voilà, okay. Le partenaire, enfin celui qui subit, eh bien, il ne sait pas jusqu'où il peut accorder sa confiance. Donc il risque de se raidir à un certain moment ou au contraire d'être trop mou. La confiance, dans les arts martiaux, c'est quelque chose d'important. C'est pas avoir confiance en quelqu'un ou en soi. C'est simplement jusqu'où on peut
aller dans une action. Où va être la limite, vous voyez? Quand il y a cette limite, soit il faut chuter, soit il faut taper. Donc la chute, elle ne vient pas avant, elle ne vient pas après. Donc plus ça va aller, plus on va développer non pas des peurs, mais de la confiance. Jusqu'à quand on peut nourrir une action martiale. Et ça va être différent avec chaque personne. Et c'est le propos de notre système, qui est un système d'éducation, quoi. Ce qu'on veut, c'est pas développer des chuteurs, on ne veut pas développer des gens qui ont peur, on ne veut pas développer des gens qui ont mal, on veut développer des gens qui ont une certaine confiance dans une action donnée ou dans un rapport donné avec quelqu'un, sachant à quel moment c'est la limite, quoi. Et éventuellement, la repousser cette limite. Mais on ne sait pas au départ. L'aïkido sous la forme basique, ça ne fonctionne pas. Ce qui fonctionne, ce sont les principes. Jamais, passer sous un bras, il y a quelque chose de... déjà, c'est difficile de monter le bras. En supposant que j'y arrive, il va lâcher, non, même pas, il va lâcher le bras, il va l'attraper ici. Donc, c'est pas fait pour que ça fonctionne. C'est fait pour étudier certains principes, c'est-à-dire distance, vision, économie dans l'action, technique, précision technique. Qu'est-ce qu'un axe, comment on pivote autour d'un axe, comment on se sert d'un levier, comment on se place par rapport à une attaque, etc. Ce sont les principes qui fonctionnent. Il faut envisager chaque fois qu'il y a une action, que cette action, comme disait Sensei, est la première et la dernière. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'on l'a fait, même si on répète la technique depuis longtemps, on l'envisage comme la première fois et comme la dernière. C'est-à-dire qu'après, il n'y en aura peut-être pas d'autres. Donc on met tout son cœur, on met tout son esprit. Et en même temps, si on peut imaginer, comme dans le zen, que on a toujours la mort qui est à notre côté, les actions qu'on va engager ne seront pas les mêmes que si ce n'était pas important. Est-ce que j'ai un message? Alors, ça va être un message qui s'adresse à tout le monde. Il faut bouger. Il faut bouger, on a un corps, il faut l'utiliser. Mais il faut l'utiliser intelligemment, du mieux qu'on peut. Et très sincèrement, les arts martiaux, quels qu'ils soient, permettent de bouger intelligemment. L'aïkido, c'est ma partie. Ça a peut-être un autre avantage par rapport aux autres arts martiaux, enfin pas tous, mais c'est qu'on peut commencer à 5 ans et à 80 ans, on peut encore être sur le tapis parce que la pratique est dosée, on fait comme on le veut. Et puis surtout, c'est un merveilleux système d'éducation pour apprendre à se comporter dans la vie, pour apprendre à voir les choses, pour avoir... Quand on porte un regard sur une technique, on porte un regard sur une action, et quand on cherche à avoir un geste pur dans une action, on ne peut pas aller dans la vie courante et oublier ce qu'on a fait sur le tapis. Donc la recherche de l'idéal de pureté qu'on a dans un geste sur le tatami, que ce soit du karaté, du judo, que ce soit de l'aïkido, plus le geste va être pur, plus on va le travailler de façon pure, plus dans la vie courante, on essaiera d'avoir la même attitude. Alors, allez aux arts martiaux.